conducteur, on va le définir en termes comparatifs. Ça veut dire qu'on va le comparer, bien entendu, au conducteur et à l'isolant. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que ce conducteur est un composant qui peut être conducteur sous certaines conditions et qui pourrait être isolant dans d'autres conditions. Donc, pour le situer, on va d'abord définir ce que c'est qu'un isolant et conducteur. C'est des notions de base que pour la plupart, on les a vues au collège, si ce n'est au primaire. Donc, un isolant, c'est un composant. La résistivité est très élevée, de l'ordre de 10 puissance 11 jusqu'à 10 puissance 19 ohms centimètres. Le terme résistivité est noté par ρ, la lettre grecque, ρ, qui veut dire résistivité. Elle est en ohms centimètres. La résistivité, c'est ce qui vous permet de calculer la résistance d'un fil, par exemple. On dit que R, la résistance, est égale à ρL sur S. L étant la longueur du composant et S la section, s'il s'agit d'un fil, par exemple. D'accord? Et pour un isolant, il se trouve que cette résistivité est très élevée. C'est ce qui lui donne cette propriété d'être isolant et donc ne permet pas la circulation des électrons de façon convenable. D'accord? Madame. Madame, s'il vous plaît, j'ai partagé معكم là. قلت لي بلي نشوفوا le partage. Oui, madame, bon. Mais l'image est figée. Elle est figée? Oui, on est dans... Oui, à chaque fois que vous descendez un slide, l'image se fige. D'accord. Patientez un moment. La troisième page. Écoute, tu fais la troisième. Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Madame, je suis toi. معلش. Je refais, d'accord, le partage, 1 minute. Vous confirmez la réception du partage déjà. Vous l'avez? Oui, on l'a. Oui, madame. D'accord. Donc, vous voyez de quoi je parlais. Quand je disais que les semi-conducteurs, pour qu'on puisse les définir, on va définir d'abord les isolants et les conducteurs. D'accord? Est-ce que vous voyez les paramètres des isolants et ceux des conducteurs déjà? Oui, madame. D'accord. Ça. Donc, vous voyez maintenant la main. Elle bouge. Vous arrivez à la voir. D'accord. Donc, oui, on peut commencer. Donc, je disais que pour les isolants, comme leur résistivité est très élevée, elle est située autour de 10 puissance 11 et 10 puissance 19 ohms centimètres. Je donne ici le cas du carbone diamanté. Ce n'est pas du diamant, c'est du carbone dont la structure ressemble à celle d'un diamant. On appelle ça le carbone diamanté. C'est ce qui est utilisé dans les composants électroniques. Et ce carbone diamanté a une résistivité qui tourne autour de 10 puissance 14 ohms centimètres. Pour arriver à 10 puissance 19, là, je citerai quelques polymères. Par exemple, le plastique, le polyéthylène, etc. Les plastiques sont très isolants. Maintenant, on va passer au conducteur. Donc, terme conducteur veut dire que ce matériau permet la circulation facile des charges électroniques. Et donc, leur résistivité va être très faible. Si un élément est conducteur, c'est que sa résistance est faible. Et si sa résistance est faible, c'est que sa résistivité, ρ, est faible. Et celle-ci, elle est inférieure ou égale à 10 puissance moins 3 ohms centimètres. Je donne ici l'exemple de l'argent, qui est le meilleur conducteur. Sa résistivité est 10 puissance moins 6 ohms centimètres.
Cependant, dans la réalisation des composants, on utilise très rarement l'argent à cause de son oxydation. On le sait très bien que l'argent s'oxyde très, très vite. Vous pouvez le voir dans les bijoux en argent, rapidement leur couleur vire vers le vert ou vers le noir. Donc c'est une oxydation qui va gêner par la suite la circulation du courant. C'est pour ça que maintenant on utilise de l'or. On peut utiliser de l'or, malgré que sa résistivité est moins faible que celle de l'argent, mais on l'utilise parce qu'il nous permet une longévité quant à l'utilisation de ce matériau. D'accord? Mais sinon, pour les composants pas trop chers, on va utiliser des alliages. Qu'est-ce qu'on appelle des alliages? C'est des mélanges de plusieurs matériaux conducteurs, comme l'aluminium, l'argent, etc. On peut les mélanger pour éviter l'oxydation de l'argent, etc. D'accord? Mais dans des composants de très haute précision, on va trouver uniquement de l'or comme conducteur à l'intérieur. Y a-t-il des questions? Non, madame. On va passer aux semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, on avait dit que ce sont ni des isolants, ni des conducteurs. Donc, c'est une catégorie de matériaux qui est comprise entre les deux. Sa résistivité, donc, va varier entre les deux gammes qu'on avait vues précédemment. Donc, sa résistivité, celle du semi-conducteur, elle est comprise entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance 8. Et là, je vous donne l'exemple du silicium. C'est le composant... Hein? Je vous écoute, monsieur. Monsieur? Madame, قالوا لك accepter. Accepter. Ah, il y a quelqu'un qui veut aussi... D'accord. Ah, c'est fait. Mais il y avait quelqu'un qui posait une question. Est-ce qu'il peut me reposer la question? Madame, le but de ce module, je vois le côté théorique des semi-conducteurs ou la pratique. Oui. Le côté théorique et comment l'utiliser dans la pratique pour composants. Ah, donc on va réaliser, Ça veut dire vous allez... on va réaliser des composants avec ces semi-conducteurs. Donc les étapes. Absolument. Les étapes, ah, ok. Mais on va montrer comment on va l'utiliser dans la réalité. Parce que quand on vous parle de d'habitude, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour faire une jonction PN, on vous dit on colle le type N sur le type P. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on vous présente. Très compliqué le dopage, normalement. Bien sûr. Ça se fait dans des salles blanches. Donc on va parler de ça. Comment on fait des dopages? La photolithographie, c'est une des méthodes. Il y a aussi la pulvérisation. Il y a plusieurs méthodes pour faire le dopage. Donc, on va parler de tout ça. Et en même temps, même concernant la géométrie interne des composants.
Ça veut dire que nous, la diode, on la voit comme étant un petit tube divisé en deux, côté N, côté P, alors que si on prend une diode et qu'on la regarde à un microscope électronique, et ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de tracer sur nos schémas. C'est-à-dire que c'est sur le côté microélectronique. C'est ce que je veux vous faire découvrir pour savoir exactement. C'est de la nanotechnologie, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est juste une façon de voir les choses de façon proche. C'est-à-dire on va zoomer un petit peu sur les composants et voir à l'intérieur comment ça se fait. J'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'essaie de reprendre le cours en été. Est-ce que vous voyez toujours la page? Oui, madame, mais on ne voit pas. On ne voit pas votre souris. Oui, madame, avec ça. D'accord. Moi, j'ai du mal à la voir encore. Classe. C'est essentiel. Mais moi, je n'arrive pas encore à les visualiser. Pour passer à l'autre, je n'arrive pas à avoir la main dessus. Voilà, c'est bon. Alors, on va passer maintenant à ce qui définit exactement les matériaux. Vous vous souvenez des bandes d'énergie? Vous les avez tous vues normalement. Enfin, je ne sais pas, avec l'année passée, j'ai un doute quant à vos bagages sur l'électronique, mais allez, on va faire comme si on ne sait rien. Alors, les bandes d'énergie, c'est quoi? Je vais faire appel un petit peu à vos souvenirs concernant un atome. L'atome, si je le définis, c'est un noyau autour duquel gravitent des électrons. Jusque-là, tout le monde me suit normalement. S'il y a un problème, vous m'interrompez. Donc, vous avez un noyau de n'importe quel atome. Vous avez un nombre d'électrons spécifique à chaque matériau qui tourne autour. Donc, ces électrons, tant qu'ils sont en étroite attraction avec le noyau, on dit qu'ils sont dans la bande de valence. Ça veut dire qu'il y a une forte énergie qui les relie au noyau et du coup, ils ne peuvent pas s'échapper de cette force qui les attire vers le noyau, qui les pousse à graviter autour. Maintenant, s'il y a une force externe, que ce soit une énergie électrique ou optique ou thermique, donc il y a plusieurs types d'énergie qui peuvent donner un excédent d'énergie à un électron et lui permettre de quitter cette bande de valence et circuler ainsi entre les atomes dans un réseau. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Bien sûr. Donc, je disais, donc jusque-là, normalement, vous pouvez visualiser un petit peu un noyau d'un atome autour duquel gravitent des électrons. Oui, ouais. Donc, ces électrons sont en train de tourner autour de ce noyau. On dit qu'ils sont dans la bande de valence. Ici, en orange ou en moutarde, la couleur. Donc, ils sont dans la bande de valence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une énergie suffisante pour quitter ce lien qui les relie au noyau. OK? Donc, si par exemple, je leur donne une énergie externe, cette énergie va venir soit sous forme d'un courant électrique, d'une DDP, soit sous forme d'une lumière, soit sous forme de chaleur. Donc, toutes ces énergies peuvent être transformées en une énergie qui va être donnée à l'électron et pouvoir ainsi quitter cette force qui le relie au noyau et se retrouver libre dans le réseau. D'accord? Le réseau, lui, il est constitué de plusieurs atomes. Chacun a ses électrons
Mais si je donne une énergie, un électron peut quitter son noyau et circuler librement dans le réseau. Mais c'est comme ça que je vais générer ce qu'on appelle un courant électrique. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, madame, merci. Voilà. Donc, quand l'électron va quitter cette force, va quitter plutôt cette force qui le relie au noyau, on dit qu'il est dans la bande de conduction. D'accord? En fait, c'est des gammes d'énergie. Hein. C'est-à-dire, quand vous voyez l'axe ici, vous avez des énergies de plus en plus élevées. Et tant que l'électron a une énergie faible en dessous de celle du niveau de Fermi, on dit qu'il est relié au noyau et donc il ne peut pas participer au phénomène de la circulation du courant dans le matériau. Et dès que son énergie lui permet de passer dans la bande de conduction, quel que soit l'apport énergétique que je lui ai donné, quelle que soit la source, à partir du moment où il quitte la bande de valence, il se retrouve avec une énergie supérieure, il va passer dans ce qu'on appelle la bande de conduction. Ça veut dire qu'il est libre, qu'il circule dans le réseau et qu'il participe au phénomène de la circulation du courant dans le matériau. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Pas de questions? Donc, je continue. La différence donc, entre les trois matériaux qu'on avait cités, à savoir le métal, le semi-conducteur et l'isolant, réside dans l'énergie qui sépare ces bandes que je viens de définir. D'accord? Je vais commencer par l'isolant. Dans l'isolant, l'écart d'énergie entre un électron lié au noyau et l'énergie qu'il lui faudra pour quitter la bande de conduction est très élevé. Cet écart est très élevé. Ça veut dire qu'il faut une énergie supérieure à 9 électronvolts pour qu'un électron puisse devenir libre dans ce type de matériau. Je vous ai donné l'exemple du carbone, mais aussi des polymères, les plastiques et les poly-X, ça veut dire polyéthylène, polyuréthane, etc. Cet écart d'énergie, on l'appelle la bande interdite. Soit la bande interdite, soit le gap EG. D'accord? Donc pour tous les isolants, il est très grand, il est supérieur à 9 électronvolts. Maintenant, si je passe au métal, le métal, vous voyez que la bande de conduction et la bande de valence se chevauchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'énergie qui relie l'électron au noyau n'est pas si forte que ça. Ça veut dire qu'il gravite autour du noyau, mais qu'il peut à la même occasion aller graviter autour d'un autre noyau et ainsi de suite. Donc il est de façon indirecte, il est en train de circuler. Certes, il est près des noyaux, mais il circule d'un noyau à un autre. Et ça, c'est la spécificité du métal. C'est pour ça qu'un métal conduit. Donc, à n'importe quel moment, vous allez trouver que sa résistance est très faible. Si la résistance est très faible, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur un grand nombre d'électrons libres. C'est ça la définition d'un conducteur. C'est que sa résistivité est faible. Et si la résistivité est faible, ça veut dire qu'on a un grand nombre d'électrons libres dans ce matériau, dans le réseau. Quant au semi-conducteur, vous voyez, ce n'est ni le cas d'un métal et ni le cas d'un isolant. Il est entre les deux. Ça veut dire que les deux bandes, à savoir de valence et de conduction, sont proches, mais avec un petit écart quand même, autour de 1 électronvolt. Je rappelle que cet écart, c'est la bande interdite ou le gap. On la note EG. Donc l'énergie du gap. Donc ici, elle est très faible. Ça veut dire quoi? Que tant que l'électron est autour du noyau, ça veut dire dans la bande de valence, il va suffire d'une petite énergie autour d'1 électronvolt, c'est très faible, pour lui permettre de passer à la bande de conduction. Si cette énergie
est en dessous d'un électron-volt, l'électron reste toujours attaché à son noyau. Ça veut dire que je peux en faire un isolant si la polarisation ou si l'énergie est inférieure à un électron-volt, et je peux en faire un conducteur si l'énergie que je lui applique est supérieure à un électron-volt. Donc voici en gros la définition des bandes d'énergie de chaque matériau. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Voilà, c'est bon. Oui, madame. Je vous remercie. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Oui. Alors, là maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la structure cristalline. Alors, la structure cristalline des solides, c'est en fait comment est fabriqué le réseau à l'intérieur. On sait par exemple qu'il y a des atomes qui sont empilés les uns près des autres. Et juste pour vous rappeler ce qui a été fait en chimie, mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait fait. Donc je vais rappeler un petit peu en gros ce que c'est que le réseau et ce que c'est qu'une maille élémentaire. Alors, là par exemple, j'ai pris l'exemple d'une molécule. Ok ? Elle est constituée d'atomes de fluor et d'atomes de calcium. Ok ? Vous voyez très bien que la façon comment ils se sont empilés n'est pas fortuite. C'est pas n'importe quelle forme. Si je regarde de près, regardez, vous avez 4 atomes de fluor ici. Sur l'autre face, vous avez 4 autres. Ok ? Si je regarde derrière, vous avez encore 4 atomes. Le 4e, je ne le vois pas, il est ici. Et au milieu de chaque face, j'ai le même atome. Est-ce que vous arrivez à visualiser ce que j'essaie de vous faire comprendre? Donc, vous avez la première face ici. C'est un cube. Hein? C'est un cube. Vous avez une première face ici. La seconde face est là. La face de haut, elle est là. Et celle du bas, c'est celle-ci. Donc, c'est une forme en cube. D'accord? Et vous avez le même atome au milieu. On appelle cette structure une forme cubique à face centrée. Ça veut dire tous les atomes se sont empilés de sorte à avoir un cube et au milieu, vous avez le même atome. C'est pour ça qu'on l'appelle cubique à face centrée. Cette molécule du fluorure de calcium, je l'ai pris en exemple juste pour vous montrer que ça pourrait être plus complexe qu'on peut l'imaginer, parce que le plus simple, c'était d'avoir des atomes les uns empilés auprès des autres, et le problème ne se pose pas. Il faut imaginer qu'il se pourrait qu'il y ait des structures assez complexes. L'exemple de ce que je viens de vous montrer. Donc, cette maille élémentaire, elle est là, sur le schéma à droite. Vous voyez ? Je l'ai reprise ici. Et si on regarde bien, c'est la même maille élémentaire qui se répète de façon régulière sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Cet empilement, s'il est fait de façon régulière, on dit que la structure est cristalline ou monocristalline. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je reprenne? C'est quoi la différence entre la cristalline et la C'est la même monocristalline? chose, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais là je précise qu'elle est monocristalline. Ça veut dire que vous avez une même maille élémentaire, d'accord? Monocristalline, ça veut dire que vous avez la même maille élémentaire qui se répète dans tous les sens, d'accord? C'est-à-dire sur tous les axes, X, Y et Z. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous montrer les autres types de structures.
Alors, regardez bien. La question de votre camarade, tout à l'heure, il m'avait dit quelle est la différence entre une structure cristalline et une structure monocristalline. Monocristalline, je donne ici un exemple. Alors, j'ai pris ce dessin que j'ai trouvé un peu rigolo, mais en même temps, vous pouvez vous mémoriser les 3 étapes. Vous avez le cas d'un matériau cristallin. Regardez ici, vous avez un empilement de fruits qui est fait de façon très régulière. D'accord? Chaque fruit est collé ou séparé d'une distance bien distincte et régulière les uns des autres. OK? Dans le deuxième cas, vous voyez un désordre local. Ça veut dire quoi? Que si je regarde en dessous, le même raisonnement pour le monocristallin, il y est. Mais à certains endroits, cet empilement n'est plus vérifié. Donc, les atomes sont séparés les uns des autres. Dans le troisième cas, vous voyez que tous les atomes sont dispersés dans n'importe quel sens. Alors, ce premier cas, on dit qu'il s'agit c'est un état ordonné, donc on l'appelle cristallin, monocristallin, alors que dans ce cas, c'est multicristallin. Ça veut dire que des endroits où c'est régulier, après il y a un petit désordre, mais après, l'organisation reprend. Donc, il n'est pas complètement monocristallin, on va dire qu'il est multicristallin, qui a plusieurs petites surfaces, si vous voulez, où c'est régulier, séparé de surfaces irrégulières. Maintenant, le dernier cas, c'est le cas de l'état amorphe. L'état amorphe, c'est le désordre total. Ça veut dire que tous les atomes sont séparés les uns des autres et la distance n'est pas la même entre un atome et un autre. D'accord? Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je reprenne l'explication? Madame, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter la dernière partie? La dernière phase. La dernière phase, voilà, je dis que le désordre est croissant. Ça veut dire qu'il y a un désordre total et on appelle ça l'état amorphe. D'accord? Ça veut dire que la distance entre les atomes n'est plus respectée. Elle n'est pas régulière. Regardez ici, la distance ici avec celle-là, avec l'autre là au bout, les deux ici. Donc, il n'y a pas quelque chose d'organisé. C'est pas organisé, c'est amorphe, c'est le désordre total. Donc, c'est désordonné. On appelle ça l'état amorphe. Donc, je répète, vous avez l'état. Ok. Bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, je répète juste qu'il y a le cas monocristallin, multicristallin, et le dernier, c'est le cas amorphe. Et vous voyez ici en noir, oui, Madame, regardez les deux. les deux, hadouma. Les 3, s'il vous Je plaît. répète donc, au total. Les 3, s'il vous plaît. Donc, Oui, madame. vous avez 3 cas en général. Quand c'est bien organisé, d'accord, et les distances sont bien respectées, comme cet empilement de fruits, par exemple, on appelle ça un cas monocristallin. C'est un cristal parfait, d'accord? Quand c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a des parties où c'est bien organisé et à côté des parties irrégulières. À grande échelle, ça se répète. Ça veut dire qu'après, c'est organisé, après, c'est désorganisé. Oui, d'accord? On appelle ça un cristal multicristallin ou un matériau multicristallin. Le dernier cas, qui est l'état amorphe, c'est un état de désordre complet. Ça veut dire que la distance qui sépare les atomes les uns des autres n'est plus respectée. On peut trouver toutes les distances possibles. OK? Mais ils sont reliés quand même. C'est le cas, par exemple, des polymères, des plastiques. C'est ce qui leur permet de les faire bouger dans tous les sens. Parce que les atomes ne sont pas aussi liés entre eux. D'accord?
Ça, c'est en gros. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, d'un fruit avarié. Ça veut dire quoi? C'est une impureté. Et pour vous faire un petit peu l'introduction au dopage. Le dopage, c'est quoi? C'est dans un réseau cristallin et parfait, vous allez injecter ce qu'on appelle des impuretés. Ces impuretés vont vous créer des sites possibles pour les électrons qui vont vous permettre donc de créer soit un type N, soit un type P, selon la lacune atomique que vous avez ajoutée, soit du bore, du phosphore ou autre. D'accord. Je voulais dire que la pureté d'un matériau, on considère qu'un matériau est pur lorsque on a une pureté de 99,49 derrière la virgule. Il n'y a pas une pureté à 100%, mais elle est de 99,9999. 90,4 fois le chiffre 9 derrière la virgule. Dans ce cas, on dit que le matériau est pur. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a aucune impureté. On tolère le petit pourcentage. Et dès qu'on rajoute les impuretés, là, on est en train de faire du dopage de ce matériau qui, au préalable, était pur. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Madame, Oui, oui. chaque matériau a une forme cristalline نتاعو. Mais chaque matière, chaque application, ça veut dire que si je prends du silicium, c'est ce qui est utilisé en général dans tous les composants, d'accord? Dans l'état cristallin ou monocristallin, un des propriétés, des spécificités spéciales. Dans sa forme multicristalline, il va présenter aussi des propriétés différentes. D'accord? Et ainsi de suite. Par exemple, je peux dire que le multicristallin est plus sensible, ou là, il va me donner de meilleurs rendements quand je l'utilise en tant que détecteur de lumière qu'un monocristallin. Et l'amorphe aussi. L'amorphe et le multicristallin vont avoir des propriétés d'absorption de lumière meilleures que celles d'un monocristallin. Mais dans l'électronique générale, je vais utiliser le monocristallin parce que je ne vais pas avoir de fuite de courant. Ça veut dire que là, je n'ai pas de perte en termes de courant. Donc, ça dépend. Pour un même matériau, la différence de structure, la façon comment je vais le fabriquer, pour chaque cas, je vais avoir des applications différentes. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Voilà. Donc, حنا اللي نفابريكيوه كيما نحبوا. Absolument. Et vous allez l'utiliser pour une application bien spécifique. وشاك اوبيراسيون عندها كيفاش تخدميها. D'accord. Est-ce que درتوا déjà la méthode Czochralski? Non. Pour réaliser les lingots de silicium, etc. Non. Non, ça n'a pas été fait. Mais allez, je peux l'intégrer dans le cours et vous montrer comment on peut fabriquer ce type avec les mêmes atomes, à savoir le silicium, comment je vais le fabriquer de façon cristalline, multicristalline ou amorphe. D'accord? Donc, on va essayer de l'intégrer dans le cours. La connexion, elle commence à fluctuer. Je suis là. J'espère que ça ne va pas se couper. Ah, si. السلام عليكم. السلام عليكم السلام.